tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce point lecture dans lequel je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. Voilà, vous allez voir, il y a un dernier tome de fantasy et ensuite on va partir sur du contemporain et du polar. Dont des romans qui sont récents, donc c'est parti. Voilà, 4 bouquins, c'est les 4 dernières lectures du mois d'août. J'ai quand même bien lu, si je regarde au mois d'août, j'ai lu une dizaine de livres. Et puis comme ça, on enchaînera directement la fois prochaine sur un point lecture des lectures du mois de septembre. Donc comme ça, avec cette rentrée, on revient à 9. On y va, je vais d'abord commencer par le dernier tome d'une trilogie de fantasy sur lesquels je vais aller assez vite parce que c'est un 3e tome, un dernier tome qui plus est. C'est donc la confrérie des dieux, donc ça c'est la confrérie du sang, pardon, ça c'est le nom de la saga, je vais y arriver. C'est le tome 3 qui s'intitule La Fureur des dieux et c'est de John Gwynne et c'est aux éditions Léa. Je me suis régalée avec cette trilogie. Alors John Gwynne, je vous en ai déjà parlé parce que il y a sa première, c'est une tétralogie, je l'ai en face de moi avec Malice, Bravoure, Ruine et Fureur. Et on est avec son autre trilogie qui est plus une trilogie orientée en mode viking. On est plus sur une mythologie viking et on est plus avec, je trouve, des femmes fortes qui sont à la tête de diverses confréries. Donc en fait dans cette trilogie, au tout début, on est dans un petit village où on va suivre Orca, qui faisait partie de la confrérie du sang. C'était en gros une troupe de mercenaires. Elle a tout abandonné parce qu'elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Sauf qu'un jour déboulent des méchants qui vont lui kidnapper son fils, et donc qui s'appelle Brecca, et elle va donc à nouveau se lancer sur la piste des mercenaires qui ont enlevé son fils. Et donc le loup qui est en elle va se réveiller. Et puis on va suivre une autre fille qui s'appelle Elvar qui va essayer de détrôner son père, une autre femme. Voilà, on est vraiment dans ce genre de saga où John Gwynne a vraiment mis les femmes en avant, et je trouve que dans la fantasy, alors de plus en plus, mais on en rencontre pas si souvent que ça, des femmes qui sont à la tête de mercenaires, qui sont à la tête de confréries. C'est vraiment très très bien. Comme d'habitude avec John Gwynne, alors vous avez une pléthore de personnages, certes, ça se remet très bien en place, mais ce qui est très appréciable avec lui, c'est que vous avez des chapitres qui sont très courts. À chaque fois, vous avez des chapitres qui font, ouais, allez, 3-4 pages. Du coup, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, et chaque chapitre est raconté d'un point de vue différent. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages qui racontent, je crois qu'il y en a 4 ici dans ce tome-là, mais du coup ça fait avancer l'histoire et c'est hyper dynamique et c'est hyper prenant. Je vous recommande vraiment de lire John Gwynne. Alors, cette trilogie de la confrérie du sang, elle est un peu moins épaisse en termes de pages que son autre tétralogie, qui est peut-être un peu plus costaud. Elle est peut-être plus abordable, mais c'était vraiment excellent. J'ai eu un peu de mal, parce que c'est le dernier tome, je crois que j'ai lu en automne, cet automne ou cet hiver. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons, mais Léa, ils sont intelligents. Ils nous ont mis un petit résumé des épisodes précédents, au début. Voilà, donc ça nous aide bien quand même, ça aide bien le lecteur quand il s'est écoulé quelques mois, parfois des années, entre la lecture de plusieurs tomes. Je vous recommande chaudement la lecture de John Gwynne, c'est vraiment de la fantaisie très accessible et ça se lit super bien, et beaucoup de rebondissements dans ce tome et j'ai adoré. Je passe cette fois-ci au contemporain puisque Albin Michel m'a envoyé le nouveau roman de Amélie Nothomb, Tant mieux. D'ailleurs je crois qu'on dit Amélie Nothomb, il me semble qu'elle aime qu'on prononce le B. Donc aux éditions Albin Michel. Amélie Nothomb, je ne la présente plus puisque chaque année elle publie un roman, elle fait l'événement, voilà, c'est l'événement de la rentrée littéraire. Elle est d'ailleurs invitée à la grande librairie d'Augustin Trapenard chaque année. Alors, fut un temps où chaque année j'achetais les Amélie Nothomb. D'ailleurs j'en ai toute une collection, je n'en vous les voyez pas parce qu'ils sont trop hauts, j'en ai énormément. J'aimais beaucoup et puis au fur et à mesure des années, mon goût pour cette autrice s'est un peu usé. Je vous avoue qu'en fait, moi je ne l'avais pas demandé dans le catalogue.
son nouveau roman. Ils l'ont envoyé à tous les partenaires Albin Michel. Je l'ai lu parce que bon, ils me l'ont envoyé, donc voilà, je l'ai lu. Je sors assez mitigée de cette lecture. Ici, elle va se concentrer sur le personnage de sa mère. Donc les précédents romans, elle était centrée sur son père. On sent qu'il y a vraiment une introspection, qu'elle revient à ses premiers amours autobiographiques. Ici, elle se penche sur sa mère, avec laquelle elle avait une relation assez à distance. Une mère qui était issue d'une famille assez riche, me semble-t-il. Hein. Je crois qu'elle épouse... enfin bref, elle va... enfin, ils n'étaient pas pauvres. Et elle nous raconte l'histoire de cette mère qui va être plutôt maltraitée. Alors c'est du côté de la grand-mère paternelle, me semble-t-il, en Belgique. Voilà, elle nous raconte ça, mais ce qui est un peu bizarre avec Camille Nothomb, c'est qu'elle raconte toujours ça d'une manière un peu... comme si on était dans un conte. Voilà, il y a un style, j'irai pas enfantin parce que c'est pas vrai, ce serait pas lui rendre justice, mais il y a un style très conte. En fait, on se demande au début ce qu'elle nous raconte, si c'est une histoire, une fiction, ou si c'est vraiment l'histoire de sa mère. Et à la fin, ça rompt vraiment avec le ton du livre, puisqu'à la fin, elle nous explique pourquoi elle a fait ce bouquin. Elle nous explique que tout ce qu'elle raconte est vrai. Alors bien sûr, c'est un peu enjolivé, la littérature est passée par là. Mais elle nous raconte que tout ce qu'elle dit sur sa maman est vrai. Elle nous raconte la relation qu'elle avait avec cette mère. Et c'est vrai que cette partie qui arrive à la fin, qui est très autobiographique, tranche avec le ton du début et m'a beaucoup émue. Parce qu'en fait là on voit qu'elle ouvre son cœur et qu'elle se laisse lire telle qu'elle est. Elle nous raconte la mort de sa mère, la mort de son père. C'était plutôt émouvant comme lecture. Voilà, donc je suis assez mitigée la première partie. J'ai trouvé ça un peu étrange, après ça se lit très rapidement. La seconde partie est beaucoup plus intéressante. Voilà, donc si vous êtes un fan d'Amélie Nothomb, ça vous plaira. Sinon il n'est pas essentiel. Ensuite j'ai lu La veille de presque tout de Victor Delarbol. C'est aux éditions Babel, enfin c'est la collection poche de Actes Sud, donc c'est chez Babel Noir. C'est le roman que je devais lire au mois d'août pour La nuit du hasard de Séverine. C'était le numéro 11 qui a été tiré. Je viens de le terminer. C'est bizarre comme lecture. C'est pas un livre que je peux conseiller à tout le monde parce que je trouve qu'il est pas évident à cerner, il est pas évident à lire. Alors de quoi on parle? On est en 2010, on est avec l'inspecteur Germinal Ibarra, donc on est en Catalogne, on est à Barcelone, qui est assez déprimé, assez dépressif, qui a une femme, qui a un enfant qui est handicapé, un grand garçon qui est handicapé, bon bref c'est pas la joie, et lui il y a quelques années il a réussi à arrêter un tueur d'enfants qu'il appelle l'homoncule, je sais plus comment il l'appelle. Punaise, c'est les petits personnages qu'on trouve dans un roman hyper connu, j'ai oublié. Bref, il l'appelle comme ça, il le surnomme comme ça, et on comprend qu'en arrêtant le meurtrier, qui était un meurtrier d'enfants, hein, qui violait des petites filles et qui les tuait, et ensuite qui les contemplait, bref, une horreur, il l'a tué. Ibarra a tué le meurtrier. Et bref, il vit avec cette culpabilité, mais en même temps, il se dit qu'il a agi pour la société, entre guillemets, bref. Et en fait, il va être appelé à l'hôpital parce qu'une femme qui est complètement défigurée, qui s'est pris des coups, le réclame. Et il se rend compte que cette femme, c'est la mère de la fillette qui a été enlevée et tuée il y a quelques années. Et Ibarra va essayer de comprendre pourquoi cette femme le réclame et pourquoi elle est dans cet état-là. Voilà. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on est sur on n'est pas vraiment dans une enquête, puisque l'enquête avec cette gamine qui a été tuée, violée, etc. est terminée. On le sait, c'est le premier chapitre. Hein.
Et on va en fait aller dans le passé de cette mère, donc qui s'appelle Eva Malheur, qui a perdu sa fille. Pourquoi elle s'est retrouvée à l'hôpital complètement massacrée. Sa descente aux enfers après la mort de sa fille. Et on va être avec des personnages, notamment à Punta Caliente, je crois ça s'appelle, qui est vraiment au bord de l'Atlantique. On va entrer dans le secret, dans les secrets de personnages, dont un Daniel qui a 17 ans, qui vit avec son grand-père. On va retourner dans le passé du grand-père qui est argentin, qui a tout un passé, tout un passif avec la dictature argentine. Voilà, c'est... Il n'y a pas d'enquête en fait. C'est pas un polar où on va se dire tiens, il va y avoir un meurtre et Ibarra va enquêter. Non, on va retourner dans le passé des personnages. Il y a beaucoup de secrets de famille. J'ai bien aimé hein, cette lecture, mais encore une fois, je vous en parle, c'est très difficile de vous le conseiller parce que vous voyez, c'est pas ce à quoi on s'attend quand on commence ce bouquin, parce que moi je me suis dit ça va être un polar, ça va être un thriller, et en fait pas du tout. On est dans des secrets de famille, on est dans des mystères de famille, à deux époques différentes, à deux endroits différents de la planète. Tout ça va se rejoindre bien sûr. Il y a un côté très poétique aussi, il écrit très très bien et c'est très bien traduit. C'est traduit par Claude Bleuton, voilà, c'est extrêmement bien traduit. Mais encore une fois, c'est très difficile de vous conseiller ce bouquin. Donc ne vous dites pas, en le prenant, je vais partir dans une enquête. L'enquête en fait elle est terminée. On est vraiment, qu'est-ce qui est arrivé à Daniel? Qu'est-ce qui est arrivé à Eva? Qu'est-ce qui est arrivé à Mauricio, qui est le grand-père de Daniel? Voilà, tous ces personnages ont des choses à cacher. Et Ibarra va être au centre de cette tempête. Mais j'ai beaucoup apprécié. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un roman de la rentrée littéraire, c'est Nulle part où revenir de Henry Wise aux éditions Sonatine, qui est un livre qui se déroule de nos jours. On va être, alors c'est en Virginie, voilà, qui est un état qui a un passé sudiste, un état qui a un passé avec la ségrégation, les esclaves. Et donc de nos jours, on va être avec Will, qui est adjoint au shérif. Il revient après 10 années d'exil. On comprend qu'il s'est passé quelque chose lorsqu'il était gamin. Il était ami avec... comment il s'appelle son copain? Je vais pas retrouver. Sam. Je crois que c'est Sam. Donc Sam, il est noir. Will est blanc. Ils étaient amis lorsqu'ils étaient enfants, puis adolescents. Il s'est passé quelque chose qui fait que leur amitié a complètement éclaté et a brisé leur destin. Will s'est exilé, il revient. Et en fait, il revient dans cette petite ville un peu pour expier ses fautes, entre guillemets, sa culpabilité en tout cas. Il se sent très coupable par rapport à quelque chose. Il revient dans cette ville pour expier une chose dont il se croit coupable. Je vais éternuer. Et quand il va arriver en tant que... adjoint du shérif, il va assister à un incendie. Et il va se précipiter dans la maison qui est incendiée. Il va tirer un corps de cet incendie. Et en fait, on va se rendre compte lors de l'autopsie qu'en fait le mort n'a pas été tué par l'incendie mais qu'il a été en fait assassiné puis mis dans cette maison et on a incendié cette maison pour faire croire à un accident. Et tout de suite on va arrêter un potentiel suspect qui est noir. Will, lui, il est persuadé que ce suspect n'est pas le coupable, que le suspect est à trouver ailleurs. Sauf qu'on est dans une petite ville à majorité blanche. Et on a trouvé un noir qui rôdait dans les parages, donc tout de suite c'est lui, on ne cherche pas à comprendre. Donc Will va défier l'autorité, il va essayer de faire la lumière pour encore une fois faire la justice et réparer les fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Voilà, on est vraiment dans une atmosphère de petite ville, sur le déclin, il y a du chômage, il se passe pas grand chose. Il y a encore un relent de ségrégation assez puant entre le quartier des Noirs, le quartier des Blancs.
c'est toujours les noirs les coupables de toute manière. J'aime beaucoup moi ce thème-là de la ségrégation, de l'esclavage. Je trouve ça toujours très très intéressant. On est dans une atmosphère un peu poisseuse, c'était vraiment, vraiment bien. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre, alors je vais pas vous parler du dénouement, mais ça se finit pas forcément happy end. On reste un peu, voilà, comme j'ai mis dans ma chronique sur Instagram, on est un peu, quand on ferme ce bouquin, on a un peu un sentiment doux amer. On se dit que la justice ne fait pas toujours bien son travail. Et j'ai bien aimé en fait le parti pris de cet auteur qui fait pas d'un coup de baguette magique, allez, tout se résout, tout est beau, les noirs et les blancs vont vivre en paix, etc. Pas du tout, il est assez réaliste sur l'état de la société américaine. Et ouais, c'était vraiment très intéressant. Il y a des petits défauts, parce que je crois que c'est un premier, ouais, c'est un premier roman. Il y a parfois des petits défauts, je reconnais, mais pour un premier roman, c'était vraiment très très intéressant. Et c'est un auteur que je vais suivre bien évidemment, parce qu'il écrit très bien. Et c'est très bien traduit par Julie Sibony, voilà, je le souligne. Voilà, c'en est tout. Vous avez vu, c'était assez court. Hein. C'en est tout de ces 4 dernières lectures du mois d'août. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins, si vous avez envie de les lire, si je vous ai donné envie de les lire. Donc vous voyez, je vous ai présenté de la fantaisie, du contemporain et du polar. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu un coup de cœur pour une lecture en cette fin d'été. Et puis on se retrouve très bientôt. Je pense que ma prochaine vidéo ce sera un book haul parce que j'ai acquis pas mal de choses pendant les vacances. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Et puis on repart sur un rythme de vidéo. J'essaierai de vous tourner au moins une vidéo par semaine. Si j'arrive à m'y tenir. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très belle rentrée. Un beau mois de septembre. Et bien sûr de très très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!